Bienvenue à vous, content de vous retrouver. Le numéro 58 de Funeste Fred. Et là, je me demandais si vous êtes partant de la même manière, si vous étiez avec nous il y a 15 jours environ, de la même manière que nous avions clôturé pour cette année 2025 notre centenaire de la disparition de l'écrivain Jacques Rivière en 1925. Je me demandais si on ne ferait pas pareil aujourd'hui avec le 80e de la disparition du grand bond de Pierre Drieux-La Rochelle en mars 1945. Pierre Drieux-La Rochelle qui fut, il est vrai, même si c'était dans un contexte assez particulier, l'un des successeurs de Jacques Rivière à la tête de la nouvelle revue française. Mais tout de suite, le temps de trouver mes bigleuses, d'écraser correctement ma cigarette aussi, voilà, pardonnez-moi, mes bigleuses, ici, elles sont là, pardon de vous faire attendre quelques instants. Notre texte d'ouverture, il s'agit d'un article tiré d'un recueil publié assez récemment, des textes récemment réédités. Vous le verrez passer en cours de numéro et vous aurez, comme pour tous les bouquins, comme d'habitude, c'est en partie les références, c'est en dessous de la vidéo. Et notre article intitulé Pour ceux qui veulent s'instruire. Toujours m'empresserais-je d'ajouter diablement, rageusement, j'ai envie d'ajouter encore d'actualité. Pour ceux qui veulent s'instruire. Alors, je crois qu'on ne lit pas en France assez de livres politiques ou qu'on les lit mal. C'est pourquoi les Français sont si mal renseignés sur ce qui se passe dans le monde et surpris par les nouveautés qui s'y développent. La presse quotidienne et hebdomadaire ne peut pas fournir au public les vues d'ensemble qui lui manquent. On peut dire des choses justes dans 2 colonnes de journal, mais on ne peut pas les prouver. On n'y a pas la place de rassembler assez de ces faits précis, bien choisis et bien liés, qui seuls rendent vivante une démonstration et font pénétrer le lecteur dans la substance même de la vie. Ou si l'on cite des faits dans un court article, on n'en peut citer qu'un petit nombre à la fois, et on n'a pas le temps de les relier solidement aux idées. C'est pourquoi on voit tant de gens qui ont de la bonne volonté et de la curiosité se décourager et envoyer au diable leur propre éducation. Même les articles de revue sont encore trop courts. Seul le livre permet de joindre les idées aux faits et d'accorder aux uns et aux autres une égale dignité de développement. Mais encore faut-il savoir lire un livre. Que de personnes croient avoir lu un livre qui n'ont fait que le parcourir, sautant des lignes, tournant les pages aussi vite qu'un train abat les paysages. Au fond, on a bien lu un livre que quand on l'a relu. Alors seulement on en saisit les jointures et les articulations, on suit le mouvement et la direction des idées, on entre dans l'intimité du travail de l'auteur. Certes, il y a des livres qui sont écrits si vite qu'ils ne méritent pas de la part du lecteur plus d'attention qu'il n'y en eut de la part de l'écrivain. Ces livres-là font grand tort au public parce qu'ils flattent sa paresse et entretiennent sa frivolité. Devant de tels livres, j'aime mieux certes un article court mais bâti par un sérieux journaliste. Il en est quelques-uns d'excellents en France et qui prennent un soin infiniment respectable à ne rien dire que de bien réfléchi et de foncièrement nourri par leur lecture et leurs observations. Mais encore une fois, ils ne peuvent tout dire. Pour moi, j'ai décidé depuis longtemps de n'admettre dans ma bibliothèque que les livres à relire, et je les relis. Et non pas seulement les classiques et les livres de chevet, mais les livres d'histoire, de géographie, d'instruction.
Je ne connais un peu l'histoire de l'Europe que pour être repassé dans mes propres pas et m'être de nouveau arrêté sur les paragraphes qu'avait autrefois marqué mon crayon rouge. Souvent, ce ne sont plus les mêmes alinéas qui me paraissent mériter un signe de reconnaissance. Ainsi, je me rends compte des changements de ma propre pensée et comment elle renouvelle l'ordre de ses préoccupations. Mais un livre bien lu ne l'est pas encore vraiment s'il n'est pas comparé à un autre livre. La fidélité politique mérite souvent un autre nom, paresse. Je suis toujours resté ahuri devant l'incuriosité des gens à l'égard de ce qu'ils pensent, réprouvés ou condamnés. L'ignorance leur paraît la condition de l'hostilité. Autre travers, si quelqu'un lit à la fois des livres de droite et des livres de gauche, il se croit obligé d'être sceptique. Un jour dans un train, un monsieur me regardait avec étonnement, puis avec réprobation déployer sous son nez deux ou trois journaux de couleur opposée. Du coin de l'œil, je le voyais passer de la surprise à la gêne et de la gêne à la colère. Il revint à l'ironie et, n'y pouvant plus tenir, m'interpella. Mais alors, vous ne croyez à rien? Mais alors, vous ne croyez à rien. Je lui dis mon opinion, qui était fort tranchée, et que je tenais à bien connaître. Mes adversaires, or, il était de ses adversaires, et après un assez long discours de ma part, il dut convenir que j'avais pratiqué plus que lui les écrits de ceux qui avaient sa confiance. Il m'avoua qu'il n'avait jamais lu une ligne de l'homme qu'il détestait le plus dans tout le pays et dont il parlait si souvent. Voilà, je m'arrête ici car le reste de l'article est quelque peu daté, oui, avec des allusions, pardonnez-moi, assez directes à des événements de l'époque, mais je peux préciser, ceci dit, que Drieux y fait encore la promotion d'un ouvrage qui venait alors de sortir et dont il venait de faire la lecture. On l'imagine avec enthousiasme, un livre de monsieur Bertrand de Jouvenel, le premier tome de D'une guerre à l'autre de Bertrand de Jouvenel, premier tome de D'une guerre à l'autre de Versailles à Locarno. Alors, cet article, c'était pour, oui, toujours diablement d'actualité, hein. Tout de même, vous n'allez pas me dire le contraire et bien entendu, ou que, vous entendiez vous situer, sur l'échiquier politique, si tant est qu'on peut encore en définir les cases. Mais bon, ça, c'est un autre débat et ce n'est pas le nôtre. Aujourd'hui, de même qu'on a débuté avec cet article, j'aimerais clôturer, et c'est la première fois, je pense, que nous allons la mettre en ligne, une lettre d'Aragon à l'adresse de Drieux de 1925. Mais avant, ça pourrait être intéressant, oui, pour votre information. On ne va dire que ça. Je vais vous lire ce fragment. Là, il s'agit à présent d'un fragment de texte d'introduction d'un livre, d'un inédit de Drieux, publié dans les années 2000. Vous allez le voir aussi. Vous verrez la couverture dans peu de temps. Et c'est un texte de présentation que l'on doit à l'un des grands spécialistes d'expression française de Drieux, monsieur Julien Hervier. Et Hervier écrivait ceci à un moment, bien qu'Aragon, sur l'amitié de Drieux et d'Aragon, ce n'est pas la première fois que nous en parlons dans Funeste Fred. Je vous mets d'ailleurs en fin de vidéo en lien des quelques-unes de nos vidéos ultérieures auxquelles je peux vous renvoyer si vous souhaitez, si vous les avez manquées, si vous souhaitez en savoir davantage et si désireux d'eux, bien sûr, des liens, enfin, de vidéos. Mais ce n'est pas, non, ce n'est pas la première fois, pour ce qui est d'évoquer l'amitié de Drieux et d'Aragon. Ils avaient fait la
connaissance l'un de l'autre, eh bien, la première fois, c'était près d'une dizaine d'années plus tôt, en 1916. Grande amitié, forte, et ils avaient, pour ainsi dire, ensemble, ils avaient, pour ainsi dire, tout, partagé. Et voici ce que monsieur Hervier, à un moment, écrivait: bien qu'Aragon ait parlé avec indignation à Frédéric Grover en 1962 des accusations de c'est mon jour aujourd'hui encore, on dirait, hein. Alors je reprends: bien qu'Aragon ait parlé avec indignation à Frédéric Grover en 1962 des accusations de pédérastie que Drieux portait contre lui, il n'a cependant pas été toujours aussi discret. Et le livre de Grover et de Pierre Andreu, vous le verrez passer. Pareillement, celui-là et le livre de Grover et de Pierre Andreu évoquent un autre épisode bien différent. Vers la fin de 1923, Aragon a raconté à Maxime Alexandre que Drieux-La Rochelle et lui s'étaient livrés un jour, ou une nuit, et une seule fois, à des tentatives de gymnastique, pas tout à fait orthodoxe. Aragon, ce soir-là, avait bu plus que de coutume, et Maxime Alexandre, stupéfait, ne voulut pas le croire. Mais le lendemain matin, tout à fait dégrisé, il répéta calmement et lucidement le propos qui lui avait échappé au cours de l'envolée lyrique de la nuit. Andreu et Grover pensent que ce ne fut pas grand-chose, tout au plus des tendresses d'adolescent, car il connaissait ces notes inédites, notes de Drieux. Peut-être la scène était-elle entièrement fantasmée par un Aragon à l'homosexualité bien réelle, car Drieux insiste dans ses notes sur le fait qu'il n'a connu qu'une seule vraie expérience homosexuelle, d'ailleurs vite avortée, avec un camarade de régiment, dans le but de connaître une pratique dont il s'agaçait de ne parler que par oui-dire. Quoi qu'il en soit, le texte de Drieux aborde la question avec une grande franchise et y apporte des réponses claires. Alors, oui, Lettre d'Aragon de 1925, que s'était-il passé? Eh bien, il faut retourner du côté des surréalistes. Drieux, jusque-là, s'était fait connaître comme un fidèle, nous dirons, compagnon de route des surréalistes, comme il en avait déjà été du côté des dadaïstes. Jusque-là, il s'était fait connaître comme fidèle compagnon de route, mais voici, et ça, c'est pas du tout du goût de Drieux. Voici qu'au sein du groupe surréaliste, de plus en plus, on parle de se politiser. Et Drieux estime que ce n'est pas là du tout, la vocation d'un mouvement littéraire, d'un mouvement poétique comme celui des surréalistes. Ça, c'est le reproche formulé par Drieux à l'adresse des surréalistes. Et chez les surréalistes, on s'aperçoit que simultanément, il y a l'Action française qui, à l'adresse de Drieux, là, commence à lui faire, comme on dirait, les yeux doux, à vouloir tenter sur lui comme un numéro de séduction, pour le récupérer, à l'Action française. Et ça, on l'imagine, c'est motif de réprobation du côté de ses amis surréalistes. Donc voici, résumé en gros, ce qui s'est passé en 1925 lorsqu'Aragon va répliquer la lettre que vous entendrez en fin d'émission, la lettre de Louis Aragon. Mais j'y pense, je viens de parler de l'Action française qui aurait bien aimé mettre la main sur Drieux à cette époque. Et tant qu'à faire, je peux vous lire la lettre que Drieux avait envoyée. Oui, la lettre qu'il avait envoyée à Charles Maurras, à l'Action française. Charles Maurras qui se trouve rebaptisé dans l'entête de la lettre de Drieux, si je retrouve, ce ne sera pas bien long, si je retrouve ma bonne page dans le bon bouquin. Charles Maurras, rebaptisé sous la plume de Drieux Orion. Oui, lettre à Orion par Drieux, d'où 1925. La lettre d'Aragon, pour sa part, elle viendra 2 ou 3 mois plus tard, à tout casser, après.
Alors, à l'adresse d'Orion Maurras, ce n'est pas dans le moment, c'est que, oui, vous vous doutez bien qu'alors, Drieux doit se dire: «Bon, je ne viens pas, d'envoyer les oui, je n'ai pas envoyé les autres bouler avec des histoires de politique pour me rallier ipso facto aux autres, hein». Ça, vous l'aurez déjà saisi et de fait, il écrit: «Ce n'est pas dans le moment où je dénonce le piège». Voici, hein. Confirmation, ce n'est pas dans le moment où je dénonce le piège de la politique à des poètes que je vais me jeter la tête la première dans ce piège que vous retendez pour moi. La meilleure façon de me dévouer à des idées, à des institutions idéales, dont beaucoup sans doute nous sont communes, me paraît encore de rester libre de liens personnels. Je m'en tiendrai aux avantages et aux inconvénients d'une certaine solitude, qui, je le jure bien, n'est ni orgueil ni prudence, mais simple économie. Simple économie des moyens qui me sont départis. Vous ne m'empêcherez, ni les uns ni les autres, de vous aimer à ma façon. Drieux-La Rochelle, signé Drieux-La Rochelle, à hier, au mois d'août 1925. Alors, à présent, les bouquins dont étaient tirés les textes déjà entendus dans le cadre de ce numéro, les bouquins, vous allez les voir, on peut procéder à reculons, hein. La lettre d'Aragon se trouve tout à la fin, en fin de volume, dans l'édition récente des Trois Lettres, les Trois Lettres adressées par Derieux aux surréalistes, Trois Lettres aux surréalistes dans la collection des cahiers de la NRF Gallimard. Oui, au cahier de la NRF, les trois lettres adressées successivement à l'adresse du mouvement surréaliste, on comprenait à l'adresse d'André Breton, par Drieux à Breton, à l'adresse de Breton et de ses anciens camarades. Le texte d'ouverture est tiré je l'ai déjà dit, d'un recueil d'articles et il s'agit d'un cahier noir, d'un cahier de Lerne. Il y en a plusieurs. Tant qu'à faire, je vais tous vous les montrer. Les quatre, hein, oui, quatre cahiers noirs, des cahiers de Lerne de Drieux. Ce n'est pas la première fois que je vous le dis, ils sont vraiment très bons et le texte d'ouverture était tiré de celui pour recueil d'articles auquel on avait donné le titre. Non, il n'a pas foutu le camp, il est ici. Le titre de Ne nous la faites pas à l'oseille. Ne nous la faites pas à l'oseille. Quatre cahiers, ou si vous préférez, carnets noirs, sortis coup sur coup. Ça devait être dans les années entre 2000 et 2010, quelque chose comme ça. Après, ils avaient sorti celui-ci, Américaines et Européennes. Américaines et européennes, qui fut suivi, je vous en ai lu un fragment dans l'un de nos numéros précédents, suivi d'artistes et prophètes. Artistes et prophètes, et enfin celui-là, je pense que, oui, très important, pour mieux connaître, au besoin, mieux connaître Drieux, son profil, sa personnalité, caractère, bien entendu, sa confession. Comme ça, c'est fait, je vous ai montré les 4 cahiers noirs et ce que je ne vous ai pas montré, c'est l'inédit, un roman que Drieux avait commencé, qu'il avait voulu, consacrer. Il avait pris des notes, ça s'appelle comme ça, des notes pour un roman sur la sexualité et c'était suivi dans La Blanche, chez Gallimard, de Parc Monceau, l'édition établie et présentée par Julien Hervier. Hein, donc c'est le livre qui contenait bien sûr le fragment sur l'homosexualité que vous avez entendu. Et le texte de présentation, il va sans dire, de Julien Hervier, particulièrement intéressant et instructif, raison pour laquelle j'avais souhaité
retournez y voir en vue de ce numéro, dans l'hypothèse où vous débutez. Voilà, où vous souhaiteriez me poser la question pour débuter. Que faut-il lire pour débuter avec Pierre Drieux La Rochelle? Bon, si vous souhaitez, j'y viens, si vous souhaitez absolument débuter avec des productions de fiction, des productions romanesques, j'y viens dans un instant. Mais si vous voulez mon avis, oui, mon avis le plus humble, sincère, l'idéal pour débuter, ce sont les 4 petits que vous avez vus passer. Oui, nos 4, vous les avez déjà vus de toute manière. Ça, c'est vraiment l'idéal, les 4 cahiers de Lerne, ces 4 recueils d'articles pour se faire une première idée de la pensée de Drieux et de sa manière d'écrire, et pour débuter en général avec lui, je pense que c'est l'idéal. Voilà, pour évaluer s'il vous donne envie ou non de vouloir, pour ce qui est d'aller plus loin, et si vous n'en démordez pas, si vous voulez absolument commencer avec du roman, de la fiction, dites-vous que dans la collection, oui, il n'y a vraiment pas longtemps dans la collection bouquins, chez Bouquin, Robert Laffont, ils ont sorti un volume, tout un volume avec rien que des productions romanesques, 6 romans qui ne sont pas les plus longs, 6 romans, relativement courts. Alors, on a donné à ce volume le titre, d'un des premiers livres de Drieux, Drôle de voyage, et outre le roman qui s'appelait comme ça, Drôle de voyage, vous avez Belloupia dont je vous ai parlé maintes maintes fois. Belloupia, ce conte, des mille et une nuits musclé, on peut le voir comme ça, entre autres, comme vous avez, dans les premiers romans, ceux des premières années, vous avez L'homme couvert de femmes, on peut ressortir l'anecdote au passage, avec Drieux qui se trouvait dans un de ces, oh, je ne sais pas trop, un de ces cénacles littéraires d'alors, et quelqu'un qui, manifestement ne savait pas encore, ça venait de sortir, mais ne savait pas encore que c'était de lui, venant d'apprendre qu'un livre était sorti, s'intitulant de la sorte. Bon, quelqu'un, à un moment, s'était exclamé, L'homme couvert de femmes. Mais qui peut bien avoir écrit un livre avec un titre aussi débile? Ben, c'est moi, s'était empressé de répondre Drieux en levant le doigt comme ça. C'est moi, donc vous avez aussi L'homme couvert, de femmes, comme vous avez Belloupia, Drôle de voyage, et ça se termine, ce volume se clôt avec Les chiens de paille, un des derniers écrits romanesques, et sur la guerre, de Drieux. Il y en a 2 que je n'ai pas cités, ce sont les 2 qui ont fait l'objet d'adaptations cinématographiques. D'abord par Louis Malle, Le Feu follet, hein, l'histoire des derniers jours, d'un héroïnomane sous la plume de Drieux, Feu follet adapté au cinéma par Louis Malle, et l'autre au cinéma l'a été par Pierre Granier de Fer. Non, je ne pense pas me gourer, ça devait être de Pierre Granier de Fer, le film, avec en tête de distribution Romy Schneider, mais aussi Victor Lanoux et Philippe Noiret. Il s'agissait, vous l'avez sans doute déjà identifié, le titre du film et partant le titre du livre, Une femme à sa fenêtre, donc également les 2 qui ont fait l'objet de films, hein, chez Louis Malle et Pierre Granier de Fer, Le Feu follet et Une femme à sa fenêtre. Dans la collection bouquins de Robert Laffont, Drôle de voyage, et si vous cherchez des biographies, j'en ai retiré 3 que je ne pense pas vous avoir déjà montrées, ou alors il y a longtemps, il y a, très longtemps. Procédons de nouveau, à reculons, hein, pour l'ordre des publications. Le 1 en 2011 ne me donne pas l'impression d'avoir, oui, il ne me semble guère avoir retenu l'attention. En tout cas, il ne m'a pas été donné d'en lire beaucoup de recensions sur cet ouvrage. Ce n'est peut-être pas la plus agréable à lire des biographies de Drieux, mais ça se laisse lire. Oui, elle est franchement pas mal, cette biographie. C'est, voilà, celle qui n'a pas beaucoup fait parler d'elle.
de biographie, celle de Jacques Cantier, 2011, chez Perrin. Oui, ouais, c'était Drieux. Oui, en couverture, c'était Drieux-Lassape, hein, Drieux, le dandy, je ne l'ai pas retiré celle-là, mais à une époque, il y avait eu aussi pour biographie celle de Madame Dominique de Santi, qui est intitulée d'abord le séducteur Drieux, le séducteur mystifié, et pour une édition ultérieure, c'était devenu du dandy au nazi. Et oui, il s'habillait bien, notre dandy. Il avait des compagnes, des maîtresses, m'empresserais-je d'ajouter, sans perfidie aucune, qui savaient l'habiller. Voilà, ben allez le lire, voilà, pour être un petit peu plus au courant, s'y intéresser de tout ça. Jacques Cantier en 2011 et on remonte à présent jusqu'en 1979 avec l'ouvrage qui pendant longtemps était resté la référence sur lui, sur Drieux. Le livre, il en a déjà été question aujourd'hui, d'Andreu et Grover, le Drieux La Rochelle de 1969. Il était sorti celui-là chez Hachette, Hachette Littérature. Mm. Le livre de Pierre Andreu et Frédéric Grover, dans lequel on apprendra, il y a toute une partie au début sur ce patronyme. C'est vrai que ça fait volontiers bizarre. Drieux La Rochelle et l'adjonction du La Rochelle à son patronyme, ça remonterait à son ancêtre engagé dans l'armée en 1700 au moment de la Révolution, en 1791 et qui avait fait toute l'épopée napoléonienne jusqu'à la chute de l'empereur en 1815. Le sergent, le sergent grognard La Rochelle, l'adjonction on l'explique dans le livre de nos amis Andreu et Grover, oui, l'adjonction de ce patronyme du La Rochelle viendrait des lendemains d'une tentative d'invasion, hein. Peut-être, hein, c'est pas sûr, mais il y avait eu à un moment une tentative d'invasion des Français en Irlande. Ça avait, oui, une tentative, ça avait totalement échoué et les rescapés se seraient ensuite regroupés du côté de La Rochelle et notre grognard aurait été parmi eux, d'où le La Rochelle. Hmm. Comme biographie, et ce que je n'ai pas encore montré, ce n'est pas vraiment une biographie, c'est davantage un essai. Et là, on remonte jusqu'en 1958. Et je dois dire, je le dis d'entrée, comme ça c'est fait, ce livre, c'est un des meilleurs essais tout de même sur Drieux. Hein, je le dis, sans hésiter, une seconde, un des meilleurs essais, mais en certains endroits, vu les allusions, elles sont assez récurrentes au fil des pages, les allusions, les récurrences pour faire allusion à l'actualité d'événements des années 1950. L'ouvrage, par plus d'un aspect, peut nous sembler aujourd'hui daté, hein, par des associations faites par Paul Vendôme, des associations d'événements de la vie de Drieux, d'éléments de la vie de Drieux avec des faits d'actualité qui viennent alors de se produire, peut-être un peu daté, mais comme je l'ai dit, un des meilleurs. En guise d'essai, celui de mon compatriote feu Monsieur Paul Vendôme, et c'était aux éditions universitaires l'année de l'exposition, en 58. Le livre de Paul Vendôme qui revenait encore à Drieux dans son dernier livre, sorti peu de temps avant sa disparition en 2009. Il avait consacré à Drieux un article, il revenait sur Drieux encore, et avec un article intitulé «Vous allez comprendre bientôt pourquoi, je vais vous expliquer, ça ne tardera pas». Le journal, ça s'appelait Le journal de la haine de soi. Et les lignes qui vont suivre, si Drieux pour vous, c'est si vraiment c'est tout nouveau, hein, dans l'hypothèse où vous n'en auriez jamais entendu parler, pour vous en donner une première idée, en guise d'introduction au personnage, c'est franchement tout indiqué. Ce que je vais vous lire, si jusqu'à présent c'était terra incognita pour vous,
Un pers Vendôme écrivait ceci, il le présentait de cette manière: «Un personnage complexe, d'une complexité si nourrie de contradictions qu'elle en devenait énigmatique. Rien de plus malaisé que de comprendre et même de pressentir Drieux-La Rochelle. Il fut tout et le contraire de tout, vivant dans la société juive, vivant d'elle aussi et antisémite, nationaliste français et apologiste de la SDN, Société des Nations, ancêtre de l'ONU, décadent et dénonciateur de la décadence, dandy guetté par l'impuissance et exaltateur de la force brute, anglomane et partisan de l'Allemagne nazie. De tous les écrivains et collaborateurs, il fut à peu près le seul à bénéficier de la part de ses adversaires d'un traitement de faveur. Son suicide contribua beaucoup à imposer auprès de la jeune génération, qui en fit l'un de ses auteurs de proximité, son personnage romantique de beau ténébreux. Et là, il est vrai que jusqu'à une époque, c'est l'image qui avait perduré. On avait conservé de Drieux l'image, somme toute, d'un personnage égaré, certes égaré dans l'histoire, mais au profil à l'ensemble assez romantique et nietzschéen. Et puis voilà qu'on ne le connaissait pas jusque-là. Voilà qu'on a découvert ses carnets de la période, son journal intime de la période allant de 1939 à 1945. Et là, certains sont tout de même tombés d'assez haut. Ils se sont rendus compte que pour ce qui était de se faire à des instants, pour ses pires aspects, hein, comprenez bien, pour ses pires aspects, pour se faire une véritable caricature de lui-même, Drieux, il ne, à plus d'un endroit, il ne reculait pas pour ça, hein. Et certes, hein, il était lâché, hein, il était dans le contexte, le cadre du journal intime, il pouvait se lâcher, mais on voit que décidément, à propos de certaines choses, il ne se donnait absolument aucun frein, non pas de frein du tout, du tout. Et comme il fallait, inéluctablement, comme il fallut s'y attendre, bon, je vous ai dit, il y en a pas mal déjà qui sont tombés de haut et d'autres ne se sont certainement pas retenus alors dans des interventions écrites ou télévisuelles, de proférer ce que nous pouvons appeler des imprécations, hein, non sans raison, ceci dit, mais voici ce que Paul Vendôme, plus loin, à la fin de son article, Paul Vendôme nous suggérait d'être attentif à ce passage de ce journal intime 39-45 de Drieux, et qui disait: «Je ne vois aucune contradiction à cela. La contradiction des sentiments individuels et des idées générales est le principe même de toute humanité». Hein, un peu plus haut, on avait rappelé que Drieux était intervenu, nous l'avons dit, pour faire libérer d'un camp sa première épouse, Colette, ainsi que les 2 enfants que Colette avait eus, de son mariage ultérieur, de la même manière qu'il était intervenu en faveur d'une Américaine, dont nous allons reparler dans quelques instants, Noël Murphy. Vendôme, lui, nous demandait d'être attentifs à ce passage où on disait la contradiction, où Drieux écrivait: «La contradiction des sentiments individuels et des idées générales est le principe même de toute humanité. On est humain dans la mesure où l'on fait entorse à ses dogmes». Et Paul Vendôme d'ajouter, de conclure: «On comprend les imprécations, on comprend les imprécateurs, on les comprendrait mieux s'ils s'interrogeaient aussi sur cette contradiction-là. Hmm. Voilà, renvoyé, il va sans dire, encore une fois, à votre plus entière appréciation. En enluminure de ce numéro, eh bien, une photo qui a été prise les derniers temps, Drieux en fuite. Il y a un mandat d'amener qui a été
Comme nous l'avons déjà rapporté, un mandat d'amener avait été délivré contre lui après la libération à l'été 1944. Il avait eu une première planque sur la capitale et puis une autre dans le département des Yvelines. Et c'est là qu'il se trouve sur cette photo prise les derniers temps et une photo prise probablement par cette américaine, Noël Murphy, avec laquelle il aimait bien s'entretenir le soir lorsque cela, de sujets qui les passionnaient l'un et l'autre, lorsque cela leur était possible. Noël qui était bien brave, qui faisait de façon récurrente encore de longs trajets à vélo pour aller le ravitailler en cigarettes. Oui, une photo sur laquelle on peut voir Andrieux ayant comme réintégré sa légendaire, sa plus proverbiale désinvolture, sa plus proverbiale nonchalance, mais il n'en est pas moins. Oui, sur la photo, c'est un homme recherché, traqué, qui sait qu'on peut venir le prendre, le saisir à tout moment et qui, assurément, sait que ses jours sont comptés. Et vous me direz, me concernant, c'est dans un champ davantage métaphorique, mais ça me fait songer que Mmh, les raisons qui ont fait que je l'apprécie tant, Drieux notamment, c'est que c'est un écrivain qui m'a redonné il fait partie des auteurs qui, à un moment où franchement j'avais envie de tout, mais alors là, tout laisser tomber, qui m'ont donné envie de m'y remettre à la lecture. À une époque, à un moment où j'étais sur le point de tout, absolument tout envoyer promener. Et dans un premier temps, je dois dire que j'étais tombé sur mais j'avais déjà lu du Drieux, un peu, mais pas trop, une dizaine d'années plus tôt et j'ai ressenti l'envie de m'y replonger après avoir lu l'essai de Paul Vendôme que vous avez vu et de fil en aiguille, donc de la lecture de l'essai de Vendôme, je me suis remis à Drieux et Drieux, lui, m'a donné envie car, je le dis, hein, je persiste et signe pour ça, on peut lui reprocher absolument tout ce qu'on veut à Pierre Drieux-La Rochelle, mais sur le plan littéraire, pour ce qui était d'avoir le nez fin, alors oui, je persiste et signe. Il y a, des écrivains que j'ai découverts à sa suite, grâce à lui. Pardonnez-moi, grâce à lui, oui, parce qu'il en avait parlé dans son journal ou à d'autres endroits de sa production et des auteurs qui, pas n'importe lesquels dans ma cosmogonie, ça risque de faire prétentieux, ma cosmogonie littéraire intime, hein, là, dans ma configuration livresque, des auteurs que, je suis certain de continuer à fréquenter jusqu'au bout, hein, et dont je me procure absolument tout ce que je peux me procurer d'eux, hein, aussi bien des essais que des romans, dans tous les registres, tout ce que je peux me procurer d'eux, comprenez, je les collectionne. Alors il en a été ainsi de Marcel Jouandeau, hein, parce que Drieux en avait parlé, de Marcel Jouandeau ou encore, et là c'était pareillement dans un de nos numéros précédents, j'avais même, oui, je vous avais lu, ce qu'il avait écrit sur le Sar, sur Joséphin Péladan, voilà, Marcel Jouandeau, Joséphin Péladan, autant d'auteurs avec lesquels j'entretiens des rapports franchement particuliers, que j'ai découverts grâce à Drieux, et à ce côté assez magnétique qui émanait de lui pour sûr, mais là, pour le meilleur et franchement pour le meilleur et sur le plan littéraire, j'entends, c'est en luminure si tout va bien, cette photo de Drieux dans les derniers temps, on la mettra comme en luminure de ce numéro. Je vois que nous sommes dans les temps, c'est très, très bien et j'y songe, il y a au sujet de ces derniers temps, je vous avais montré l'autre fois le livre de Madame Terré, sur les derniers jours de Pierre Drieux-La Rochelle. Si vous souhaitez en savoir plus, hein, sur ces derniers temps, sur ces temps de fuite, de cavale, de planque, voilà, de planque de Drieux. Fin 44, début 45, il y a un élément que j'avais oublié dans un de nos numéros précédents de vous rapporter, c'est la proposition qui n'eut pas de suite. Comme chacun sait, comme chacun s'en doutera, qui n'eut pas proposition, qui n'eut pas de suite dans le chef de Drieux, faite par un autre de ses grands amis, André Malraux. Oui, une proposition qui consistait en ceci, voilà,
si ça te dit, sous une fausse identité, tu intègres à présent, donc nous étions dans les derniers temps, tu intègres, si tu veux à présent, tu nous rejoins, tu intègres sous une fausse identité la brigade Alsace-Lorraine et si tu veux, aller combattre en première ligne, vas-y, hein, voilà, de façon plus ou moins cryptée. Si tu veux aller mourir en héros comme ça, peut-être que tout sera pardonné. Franchement, à titre, oui, c'est moi qui souligne ici, funeste Fret, à titre personnel, je n'en sais rien. Je ne trancherai pas là-dessus. Peut-être, mais, mmh, si oui, si je peux me permettre et dit d'une façon tout à fait on ne peut plus froide et stoïque, hein, s'il avait répondu par l'affirmative à cette proposition de Malraux et de Brigade Alsace-Lorraine, un Drieux qui, à cette époque-là, dans son journal, il écrit à un endroit qu'il aimerait bien aller se présenter, s'engager dans la Waffen-SS, s'il n'était qu'en raison de son âge, 52. 52 ans, il ne craignait d'être, comment dit-on? Relégué à des tâches, jugées de lui, subalternes, hein. Donc oui, il y a un endroit, il parle de la Waffen-SS et Malraux lui fera cette proposition restée sans suite, mmh et tout ça pour vous dire que oui, je les au sujet des écrivains que Drieux m'a fait, découvrir, de ses découvertes dans mon parcours livresque et que je ne regrette absolument pas lorsqu'il m'arrive de m'interroger sur, pour les temps futurs, sur la postérité qui sera ou qui ne sera pas accordée à ces auteurs que Drieux m'a fait découvrir. Je pense que c'est lié au devenir de la langue, s'il en sera ainsi ou non, du devenir de la langue, si elle pourra perdurer. Oui, ça ne peut être délié de la question, de voir perdurer notre langue telle que nous l'avons connue. Voilà, en ces grandes heures et pour ça, bon, je ne trancherai pas non plus, mais ça m'arrive plus souvent qu'à mon tour de me sentir, eh bien, comme un homme traqué et qui sent que oui, pour ça, pour sûr, qui sent que ses jours sont trompés. Mais pour revenir à la proposition faite par Malraux à Drieux, bon, si tout m'aurait été alors pardonné, je n'en sais rien, je ne tranche pas moi, ce n'est pas de mon ressort, mais je dirais de façon on ne peut plus froide, on ne peut plus stoïque, pour sûr, c'eût entraîné la publication des œuvres de Drieux dans la bibliothèque de la Pléiade, oui, dans la Pléiade, non pas en 2012, mais en 1972, en 1972. Je pense que, vous avez pigé. Il me faut à présent le livre des 3 lettres aux surréalistes, où se trouve la lettre d'Aragon, dont je vais vous faire la lecture. On souffle une seconde et on y va ici. Septembre 1925. Je vous ai rapporté le contexte. Premier crash, premier clash ou crash, comme vous voulez, ça je ne sais pas si je l'ai déjà dit, que oui, si je l'ai déjà dit ou pas, sinon tant pis, que je m'autorisais ces anglicismes étant donné l'anglomanie, l'anglophilie de notre écrivain qui avait aussi traduit, oui, comme traducteur, il avait traduit quelques œuvres de quelques grands auteurs anglo-saxons comme Lawrence. Ça je ne sais pas si je l'avais déjà dit tout à l'heure, sinon tant pis, pardonnez-moi, peut-être. Alors oui, pour parler du premier clash, Aragon, Drieux, 1925. Et voici la lettre de Louis. Je dois vous prévenir tout de même, certains passages de la lettre d'Aragon peuvent, oui, ça peut faire quelque peu obscur pour nos yeux contemporains ou si on ne sait déjà pas, oui, si on n'a pas déjà quelques vols dans ce contexte des avant-gardes, des surréalistes, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Donc, voilà, hein, ne vous étonnez pas si à certains moments, Aragon peut
peut nous apparaître comme par instant quelque peu obscur. Mon cher Drieux, allons-y, et je vous remercie d'ores et déjà de m'avoir suivi. On se retrouve dans un peu moins d'une petite semaine pour un prochain funeste Fred. Merci à vous. Alors, la lettre, mon cher Drieux. Aragon, mon cher Drieux, je relis encore une fois ton article. Et j'ai beau faire, je ne parviens pas à comprendre ce qui s'est passé en toi. Je supporte fort bien l'injure, la bêtise, la surdité, la calomnie, la mauvaise foi dont on croit, mes amis et moi, de toutes parts nous accabler. Je n'ai pas accoutumé de me défendre, et tant mieux si au premier geste mes ennemis se marquent, coalisés. Ce qu'ils sont me ferait honneur, leur nombre, si j'étais accessible à ce sentiment. Mais cette amitié pour toi, de laquelle je reconnais à plusieurs le droit aujourd'hui de me demander compte, puisque tu t'en sers contre eux, il faudrait qu'elle eût été bien mensongère pour se poursuivre quand soudain, toi qui prétends avoir mis en nous un espoir qui en dit long sur le mépris que tu portais aux autres, tu viens renforcer leur clameur jusque de l'autorité, tu viens renforcer leur clameur jusque de l'autorité d'un tutoiement dont nous avions pris l'habitude. Regarde, encore une fois, mon ami, avec quels gens tu te ligues. Dans le sens de quels gens tu abondes quand sur ton initiative nous avons publié l'infime pamphlet Un cadavre. La même racaille nous traitait de chacal, les mêmes chiens réclamaient de leurs aboiements les répressions policières. Te voilà repenti. Il t'accueille. Je lis dans l'Action française ceci. Vous devriez songer à devenir des nôtres. Soyez-en sûrs, si c'est ce qu'il vous faut, nous savons mépriser de plus haut que la tour Eiffel, et quelques-uns d'entre nous ont même traversé ces landes du pessimisme intégral où il est trop malsain de s'attarder. Avec le mépris, nous avons aussi pour nos plaisirs la haine si belle, lorsqu'elle ne provient pas d'un intérêt personnel, mais de la passion, du bien public. Vous prendriez part à la plus grande entreprise qui ait été essayée depuis longtemps. Rien. La plus grande entreprise qui ait été essayée depuis longtemps, rien de moins que la contre-révolution, l'éviction des politiciens par les métiers. En outre, vous seriez du côté où les décorations ne pleuvent pas, ni les emplois. On est payé par le mal orgueil d'avoir raison. Non, décidément pas le jour. Le mal orgueil d'avoir raison et par l'agrément qu'une bonne volonté tendue à servir reçoit d'elle-même. Au cas possible d'un coup de chien, c'est aussi le meilleur moyen de risquer et de vaincre. Fin de citation. Eh bien, va, mon garçon. Puisque tu leur as fait risette, voilà le rapport, et à demi-voix, ils te laissent entendre ce qu'ils diront de toi si tu résistes. Tu sais de reste que je tiens les gens d'Action française pour des crapules. Il est vrai que tu ne te promets qu'une position prudente, que l'extrême n'est pas fait pour toi. Et comme tu as peur d'être dupe, ça pourrait ne pas être parisien le mot république que tu me reproches parce que je ne t'ai jamais caché, tant pis pour le ridicule, que j'étais prêt à mourir pour ce mot-là. Freud non plus n'est pas parisien. Mais ce qu'il est trop pour moi, c'est cette facilité de journaliste qui te vient soudain d'unir pour cette seule raison que cela fait allemand des noms qui ne peuvent, dans l'esprit de personne, avoir tenu la place égale que tu laisses croire qu'ils ont tenue. Einstein, mon cher, toi et moi, nous n'en pouvons écrire, il faudrait aller à l'école. Et pour Caligari, c'est un argument que tu tiens de Monsieur Cocteau. Le surréalisme, ça t'embête, mais c'est que tu as fini par comprendre Dada.
Alors, traite-nous de vieux adjudants allemands, une fois de plus, voilà, qui portent sur les meilleurs éléments d'un monde, qui vaut bien le café Cyrano à Montmartre, qu'on ne s'attendait pas à voir paraître dans un débat idéologique. Je ne veux pas te répondre que je n'ai pas crié Vive Lénine. Je le braillerai demain, puisqu'on m'interdit ce cri qui, après tout, salue le génie et le sacrifice d'une vie. Tes coquetteries à Maurras me semblent plus intéressées. Vive Lénine Drieux, quand je te vois ainsi te complaire à ce vague intellectuel, à cet esprit de compromission où pas une idée ne tient, pas un critérium moral. Une certaine certitude sera toujours pour m'étonner. Que rien ne soit jamais possible au-delà du communisme, voilà ce que tu avances avec satisfaction. Il y a des gens qui se croient ainsi le pouvoir de limiter la marche de l'esprit. Et soudain, il ne redoute plus l'ânerie. C'est que la solution du scepticisme n'est jamais passible de ridicule immédiat. Je ne te croyais pas de cela. Tu en es pourtant, qu'on en réfère à ton petit tableau du péril jaune. Ah, tu es bien venu de nous reprocher les images, toi qui ne peux pas résister à la tentation d'un lyrisme à la manque, hein, qui ne touche guère que des cœurs de midinette, joignant dans la même phrase la revue des deux mondes et la Maison Blanche, ou la peinture futuriste et Anatole, France. Le vrai, ce qui t'irrite, c'est l'incapacité profonde où tu es d'accéder à un concept. Voilà ce qui te gêne dans Freud. Voilà ce qui fait que n'ayant retenu que le mot Orient d'un débat qui porte sur les conditions même de la vie, tu t'es souvenu d'un livre de Macorlan et de quelques récits de voyageurs. Il me faut aujourd'hui ce ton. Il me faut aujourd'hui ce ton pour te parler ce langage. Mais es-tu bien celui qui était mon ami? Celui-ci était un homme triste, qui n'avait pas d'espoir, et qui rongeait sa vie comme un frein, un homme irrésolu. Je l'ai vu pendant des années en proie à cette vie de laquelle tu m'engages à profiter. Rien ne pouvait fixer ce grand corps, et le monde était trop peu pour lui, et que me parles-tu maintenant de l'amour? Ces belles disciplines de la joie, ne nous en privons pas plus longtemps. Est-ce bien lui qui parle? Tu es fou, tu es fou, je le croirais à te lire. La chaîne de ton raisonnement, je le reprends, je ne puis comprendre par quel tour de passe-passe le nom de Dieu, en haut de page 171, apparaît. Et toute cette fin où tu t'empêtres et où, dans le même temps que tu nous approuves d'avoir dit le salut pour nous n'est nulle part, tu nous proposes un Dieu. Qu'une telle affirmation, qu'une telle négation rend incompréhensible, après nous avoir engagés à jouir. Le royaume de Dieu, voilà encore une image et une équivoque. Elle finit un article où il n'y a pas une idée véritable, pas une allusion à une métaphysique que je te défie d'exprimer, et qui ne voit pas qu'elle te rallie une majorité de lecteurs qui ne peuvent l'entendre que d'une seule façon, la plus grossière. Mais toi-même, comment peux-tu prononcer ce mot imprononçable? Si un instant j'essaie de m'élever à cette notion Dieu, je me révolte qu'elle puisse en aucun cas servir d'argument à un homme. Tu n'es qu'un homme, comme les autres, impitoyable, et peu fait pour montrer leur chemin aux hommes. Un homme perdu, et que je perds. Tu t'en vas, tu t'effaces. Il n'y a plus personne au lointain, et tu l'as bien voulu. Ombre, tu l'as bien voulu.
Ombre, va-t'en, adieu. Louis Aragon, 1925. Les biographes de Pierre Drieux, La Rochelle, nous disent que l'idée selon laquelle, l'information selon laquelle il n'aurait jamais été informé de ce qui se passait dans les camps de concentration, oui, qu'il n'en eût jamais été informé de ce qui se passait, c'est, selon eux, probable. Par ailleurs, dans son journal, 1939-1945, Drieux, à un moment, écrit comme ça: «J'ai failli qu'il avait failli devenir communiste en 1927». Oui, mais ajoutant qu'il écrivait ceci: «Parce que je m'ennuie et parce qu'il pleut».